Bonjour à tous les élèves de Monde contemporain de l'École du Triolet, ici Daniel. Et Mario. Nous vous présentons aujourd'hui la troisième capsule pour comprendre les causes d'inégalité de la répartition de la richesse dans le monde. Et cette capsule-ci va traiter de la capacité et des actions que les États peuvent faire afin de jouer dans la répartition interne de leur pays ou même d'autres interventions. La première chose qu'on va regarder ensemble, ce sont les actions que justement les États peuvent faire à l'intérieur de leurs frontières, donc la répartition interne de la richesse dans chacun de leurs pays respectifs. Nous avons ici une carte du monde et la carte nous représente les pays avec leur coefficient de Gini. Si vous remarquez bien le coefficient de Gini, on a la petite définition en bas à gauche. C'est un État qui a un coefficient de Gini près du 0 a une égalité parfaite, alors que si on s'en va vers le 1, on a une inégalité de moins en moins intéressante. Vous allez voir que les États-Unis ont un coefficient de Gini alentour du 0,4-0,45, alors que les pays scandinaves ont un coefficient de Gini qui joue alentour de 0,25 à 0,3, ce qui est excellent. Qu'est-ce qui peut expliquer cet écart de richesse-là entre les pays scandinaves et les États-Unis? Pour répondre à cette question-là, on pourrait reculer de nos exemples, on y reviendra, et parler de façon générale, tous les États, tous les gouvernements du monde ont un pouvoir de taxation, donc taxer, et aussi de faire payer des impôts aux gens. Ils vont donc collecter de l'argent, c'est de l'argent qui rentre dans leur coffre. Cela permet au gouvernement qui récupère cet argent-là de le redistribuer, exemple avec l'assurance chômage, l'assurance, le bien-être social, des choses comme ça. Ça permet aussi d'appliquer des lois qui favorisent une meilleure répartition de la richesse, exemple un salaire minimum. Et les États doivent aussi financer des missions sociales, des missions très importantes comme soigner leur population, le système de santé, l'éducation. Et selon les pays, il va y avoir des choix d'investissement plus ou moins importants selon les moyens des États et les choix qu'ils vont faire. Les objectifs, effectivement, vont être différents par rapport à leur vision politique du monde, par rapport aux différents États ont différentes visions et différents partis politiques aussi, évidemment. Et généralement, on voit ça de deux façons. Vous allez avoir à gauche, les partis politiques de gauche ont une vision plus égalitaire de la société, alors qu'à droite, le mot-clé va devenir la liberté de l'individu. À gauche, là, ici, pour avoir une plus grande égalité, les taxes et les impôts vont être plus élevés. Il va y avoir plus de redistribution. Il va y avoir des programmes sociaux mis de l'avant, des lois sociales comme le salaire minimum et donc plus d'intervention de l'État. À droite, le mot-clé est la liberté. On va avoir l'individu au centre de ça, moins de taxes, moins d'impôts, moins de redistribution, moins de programmes sociaux, moins de lois sociales, donc moins d'intervention. Quand on regarde, un État de gauche va avoir plus de justice sociale, alors qu'un État de droite va avoir moins d'État, une responsabilité de l'individu qui va être centrale. Vous allez avoir à gauche les pays scandinaves qui ont des mesures de gauche plus prononcées, alors qu'aux États-Unis, les mesures vont être beaucoup moins interventionnistes. On est plus dans le domaine de la droite. Et moins interventionniste, moins d'impôts, moins de moyens pour intervenir, c'est des choix que des sociétés font, effectivement. Et quand on regarde la résultante de ça, exemple, c'est pas nécessairement seulement par les dépenses du gouvernement, mais aussi le fait qu'on permet aux gens de se syndiquer. La syndicalisation de 3 pays scandinaves que sont la Suède, la Finlande et le Danemark est de plus ou moins 70 %, alors qu'aux États-Unis, la tolérance au syndicalisme est beaucoup moins grande, c'est moins dans leur culture, et on parle d'un faible taux de 11 %. Quand on regarde ici les pays développés dont les impôts et les taxes sont très élevés, on remarque l'exemple le plus pertinent est sans doute le Danemark, avec 48 % de son PIB qui proviendrait des taxes et des impôts. Au Québec, on se situe à 38 %. Regardons le Canada à 31 %, mais les États-Unis sont un exemple de la droite, avec 26,9 % du PIB qui provient des taxes et des impôts, ce qui est beaucoup moins que le Danemark. Donc là, le Danemark, les pays scandinaves en général, les frais de scolarité vont être beaucoup moins élevés, pratiquement nuls, alors qu'aux États-Unis, ça va jouer au niveau de 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 $ par année. La résultante de ça, très rapidement, les politiques qui sont différentes selon les pays, bien, ça fait en sorte que quand on regarde les statistiques de répartition de richesse, ça va montrer ces disparités-là. Donc,
Si on prenait, pour comparer encore des pays scandinaves avec les États-Unis, puis peut-être aussi le Canada, le 10% des gens les moins riches pour chacun des pays, leur fortune totale, elle s'élèverait à combien de fois, c'est-à-dire la fortune des 10% les plus riches s'élèverait à combien de fois plus que la fortune totale des 10% les moins riches? On voit ici à gauche les pays scandinaves et à droite le Canada et les États-Unis. On va faire une comparaison. Au Danemark, c'est 8 fois plus. En Finlande, également 8 fois plus. La Norvège à 6 et la Suède à 6. Si vous regardez le Canada, on a un écart de 9, alors qu'aux États-Unis, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres est de pratiquement 16 fois. On voit la différence entre les mesures de gauche et les mesures de droite à ce niveau-là. On a ici le coefficient de Gini qui apparaît. Et quand on regarde le coefficient de Gini, on s'aperçoit que les pays scandinaves sont en bas du 0,3, le Canada au-dessus du 0,3, mais les États-Unis, où il y a une moins grande intervention de l'État, on va avoir un 0,4. On va essayer de voir un autre aspect, c'est que les entreprises multinationales ont énormément de pouvoir. Et comment les États peuvent-ils intervenir par rapport à ce pouvoir-là qui est immense dans le contexte de la mondialisation? Justement, une des actions que les grandes entreprises peuvent faire, c'est d'aller produire dans les pays où ils considèrent qu'ils ont les meilleurs avantages. Et avec des accords de libre-échange comme l'ALENA et autres, ben, ça leur permet d'aller vraiment implanter des emplois là où c'est le mieux pour elles. Ce qui est la délocalisation. On va avoir des exemples concrets comme BRP, qui est une compagnie canadienne qui a installé une de ses usines au Mexique. On peut voir la même chose avec Peugeot et Renault qui a délocalisé de la France vers le Maroc. Ou encore le General Motors, une compagnie américaine qui a installé une usine dernièrement en Chine. On va prendre un exemple concret, le cas de la compagnie Nike, bien connue. Nike produit énormément de son matériel en 2010 en Chine. Par contre, en 2013, le 40% est devenu un 30%. Nike a fait face à la hausse des salaires en Chine et a déménagé une partie de sa production vers le Vietnam. On voit ici qu'en 2010, le Vietnam produisait 13% des produits de Nike, alors qu'en 2013, ils sont rendus à 42%. Salaire inférieur au Vietnam, salaire supérieur en Chine. Nike a délocalisé. Un autre aspect que les entreprises multinationales ont comme pouvoir par rapport aux États, c'est celui de demander des choses. Qu'est-ce que tu me donnes? Une entreprise nationale dirait à un pays, tu me donnes quoi? Et parfois, ils vont même dire, si tu ne me donnes pas telle condition, ça peut être de l'argent ou des conditions gagnantes, ben peut-être que je déménagerai. Un exemple, pas tant d'une entreprise qui a voulu déménager, mais une entreprise qui a choisi de s'établir dans plusieurs pays, mais notamment dans la région de Québec et dans la région de Montréal. L'entreprise de jeux vidéo française Ubisoft, quand ça a été le temps de s'implanter au Québec à l'origine, ils ont demandé qu'est-ce que vous nous offrez? Et le gouvernement du Québec, actuellement, là, on sait que c'est 3000 employés au Québec, mais il a fini par octroyer des subventions là, qui équivalent à 49,6 millions d'euros. Si on le met en dollars canadiens, ça équivaut à 25 200 $ de subventions par emploi créé par année. Donc 25 000 $ que le gouvernement du Québec, ni plus ni moins, paie pour les employés d'Ubisoft. Et sans le support de l'État, d'ailleurs, on va estimer que cette entreprise-là perdrait de l'argent. Or, comme toute entreprise, son objectif, c'est le profit. On parle de 190 millions d'euros depuis 2005-2006, mais sans le support de l'État québécois, on parle qu'il y aurait eu des pertes. Alors, c'est quand même un gouvernement étranger au Québec et au Canada qui intervient pour aider une entreprise étrangère à cause de la concurrence que les pays se livrent dans le contexte de la mondialisation. Donc, quand on arrive ici au niveau des États et des entreprises multinationales, on peut vraiment se poser une question. Est-ce que les États peuvent faire un contrepoids à la puissance des multinationales? Est-ce qu'un État peut intervenir dans les lois d'un autre État pour fixer des conditions de travail? Et là, c'est impossible présentement avec le type de gouvernement qu'on a. Ça releverait de la gouvernance mondiale qu'on va voir un petit peu plus tard cette année. Passons maintenant à la troisième partie de notre tutoriel. Les États, par rapport à la fiscalité,
Toute la question de la fiscalité, c'est la question des impôts. Alors, la fiscalité, notamment des grandes entreprises multinationales, les lois fiscales des pays et aussi les paradis fiscaux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Si vous regardez notre image ici qu'on vous a choisie, ça montre qu'il y aurait un avion qui s'appelle évasion fiscale et qui va s'établir dans une belle île, ça peut être à la Barbade, et ces pays-là vont faire des lois où une entreprise qui fait affaire vraiment ailleurs ou peu d'affaires à la Barbade peut venir déclarer ses profits dans ce pays-là où le taux d'impôt est vraiment faible. D'où l'expression, c'est un paradis fiscal pour les entreprises, déclarer les profits, même s'ils en font peu d'affaires dans certains pays, ce serait ça un paradis fiscal. On voit ici une petite caricature qui dit l'évasion fiscale mondiale, ben c'est chez moi, ils veulent rénover les hôpitaux et toi, et l'autre coffre-fort répond pire, ils veulent construire des écoles. Autrement dit, l'argent qui est épargné par les grandes entreprises ne peut pas permettre au gouvernement des différents pays de l'investir dans les priorités que sont la santé et l'éducation. On arrive ici avec une carte du monde, avec tous les pays probablement que vous connaissez sur le bout des doigts et que vous pouvez placer sur la map monde. On voit ici des paradis fiscaux. C'est des endroits, des tout petits pays où les compagnies multinationales et les riches de ce monde peuvent aller allègrement déposer leur chiffre d'affaires et ça leur permet ici d'éviter des impôts beaucoup plus élevés que dans leur pays d'origine. On voit ici des compagnies comme eBay, Starbucks, Google ou Amazon qui vont aller établir des usines ou des parties de leur richesse dans ces parties-là pour éviter justement de payer trop d'impôts. Et d'ailleurs, voici peu, Apple a annoncé la création de 1000 emplois en Irlande. Donc, il y aurait beaucoup d'autres entreprises que celles qu'on vous a mis ici. Mais effectivement, elles profitent des paradis fiscaux. Il faut dire aussi que les pays dans lesquels les entreprises sont établies permettent que les entreprises déclarent des impôts dans des pays qu'on appelle des paradis fiscaux. Au Canada, c'est permis de le faire, donc les entreprises canadiennes le font allègrement. Dans cette quatrième section, nous allons voir l'incapacité financière de certains pays, de certains États à réussir à accumuler une certaine richesse et à la redistribuer à ses citoyens. Par exemple, on a vu cet été, en 2015, la situation grecque, un État surendetté à qui la communauté internationale a demandé de couper dans l'éducation, dans la santé, dans les services à la population pour réussir à devenir plus viable à ce niveau-là. On pourrait également voir au niveau de certains États qui sont incapables de créer de la richesse. Quand on regarde les chiffres ici en dollars américains pour le PIB par habitant en valeur de pouvoir d'achat, on s'aperçoit que ces pays-là ne sont pas capables d'avoir un PIB supérieur à 900 $ par habitant. Donc, ce sont des pays qui sont très, très, très pauvres, démunis au niveau financier. On voit également ici, ce sont tous des pays africains où on pourrait dire que l'endettement des pays est maximum, la création de richesses est minimale et bien sûr, ces pays-là ne sont pas capables de faire partie de la mondialisation, d'aller chercher de l'argent à travers la mondialisation. Ces États étant très, très, très pauvres, sont incapables d'investir dans la scolarisation de leur population, sont incapables d'investir au niveau des hôpitaux et des services de santé à leur population. Également, tout ce qui s'appelle service social ou des choses comme ça leur devient impossible par leur pauvreté. En conclusion, pour notre tutoriel sur les capacités et les actions des États, on a vu que les actions des États quant à la répartition interne de la richesse variaient grandement d'un État à l'autre. On avait pris l'exemple des pays scandinaves versus les États-Unis et les actions les choix que les sociétés font, que les États, que les gouvernements font, vont jouer sur les écarts de richesse interne. Deuxièmement, il y a les États et les entreprises multinationales qui interviennent, c'est-à-dire que les entreprises multinationales posent des actions que les États peuvent choisir de contrebalancer ou non, mais elles sont souvent démunies. Exemple, quand les multinationales décident de déménager des emplois, souvent, elles ne peuvent pas intervenir, elles ne peuvent pas faire de loi dans d'autres territoires. Exemple, le Canada ne peut pas faire une loi sur le salaire minimum en Chine. Parfois, ils font le choix aussi d'accepter les actions des entreprises multinationales parce que c'est le contexte de la mondialisation qui amène ça. En troisième lieu, on avait vu que les États permettent, par leur loi fiscale, à des entreprises multinationales ou des personnes riches d'aller déclarer leurs profits dans des paradis fiscaux ou de profiter de lois fiscales avantageuses, ce qui crée des écarts de richesse aussi.
Et en dernier lieu, l'incapacité financière de certains pays qui soit sont en quasi-faillite ou qui, faute de moyens, ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Donc, bonne chance pour la suite. C'était Daniel. Et Mario. Au plaisir.